Ce n'est pas une réunion comme les autres, vous le savez bien, c'est une assemblée générale extraordinaire, ce n'est probablement pas la dernière réunion au cours de laquelle j'aurai le plaisir de vous accueillir dans cette salle, mais c'est assurément, sans aucun doute, la dernière réunion du CROSA, le Comité régional olympique et sportif d'Alsace, qui, lorsque nous aurons terminé cette réunion, au bout d'une heure et demie ou de 2 heures, va savoir, moins peut-être, hein, oui, allez, une heure et demie, eh bien, le CROSA sera entré dans l'histoire, une belle histoire que nous aurons tout à l'heure l'occasion, sans doute, de passer très brièvement, trop brièvement, en revue. Avant de poursuivre dans l'ordre du jour, je voudrais saluer nos invités ce soir. Je commence par la dame, hélas, il n'y en a qu'une, parce que nous ne sommes pas encore, à mon goût, assez féminisés. Agnès Raffin, présidente du comité de coordination régionale mis en place par le mouvement olympique et sportif, qui est aussi, accessoirement, présidente du GDOS de la Moselle. Merci Agnès de nous honorer de ton agréable présence. À sa côté, à sa droite, mais sans aucune connotation politique, quelqu'un que vous connaissez aussi, Claude Bompard, secrétaire général du CROSS de Lorraine, enfin CROSS de Lorraine, oui, jusqu'à hier soir. Hein, il était CROSS de Lorraine, mais Claude Bompard est un ami de longue date, je le remercie de nous avoir rejoints. À la gauche d'Agnès, sans aucune connotation politique non plus, Raymond Hahn, notre président honoraire, qui était de la première et qui sera aussi cette fois-ci de la dernière. Il a à ses côtés Jean-Paul Omeyer, vice-président de la région Grand Est. Merci Jean-Paul de nous faire l'amitié, l'honneur, le plaisir de votre présence parmi nous. Philippe Fischer, qui est le tout nouveau, j'avais déjà eu l'occasion de le saluer ici, chef du pôle sport de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Il succède à cette fonction à l'excellent Damien Kleinman, que nous aurons l'occasion, lui aussi, de retrouver parmi nous. Yves Herman, notre premier vice-président, le président du DOS du Bas-Rhin, et Bernard Simonin, notre secrétaire général du CROSA, sans lequel rien ne serait possible, que je remercie d'ailleurs pour l'engagement qui a été le sien dans l'organisation de cette réunion et pour tout le reste aussi. Je vois dans la salle déjà pas mal de présidents du Grand Est, je les salue très cordialement. Je salue Daniel Schmitt, un ami toujours présent, le directeur du CREPS. Je salue Patrick Forette, le directeur du CROSS, jusqu'à hier, du CROSS de Lorraine, mais aussi le directeur de la Maison des Sports, jusqu'au 31 décembre en tout cas, la Maison régionale des sports à Tomblaine. Merci Patrick d'être venu, c'est sympathique, alors qu'on sait que tu vas, à partir du 1er janvier, te diriger vers d'autres horizons, eh bien on te souhaite bon vent. Il est flanqué à sa droite de l'excellent Guy Bautz, le président du comité départemental olympique et sportif du Haut-Rhin. Guy, merci d'être venu et de partager avec nous ce moment de nostalgie et aussi d'émotion. Mes chers amis, c'était un devoir donc d'ouvrir cette assemblée générale extraordinaire, comme je le disais, la der des der, car après sa clôture, le CROSA, vous le savez, n'existera plus après 43 ans d'une histoire riche et constructive. S'il y a 3 ans, quelqu'un avait dit que le CROSA mettra la clé sous la porte le 15 décembre 2017, on l'aurait assurément enfermé. C'est dire combien la réforme territoriale a pris tout le monde de vitesse. La disparition du CROSA est en effet, comme vous le savez, la conséquence de la réforme territoriale. Elle oblige les ligues à se configurer en Grand Est, conformément d'ailleurs au Code du sport qui veut que les pouvoirs publics ne reconnaissent qu'un seul interlocuteur régional par discipline sportive. Le CROSA n'échappe évidemment pas à cette règle, lui qui est l'émanation de toutes les disciplines sportives pratiquées dans la région et qui est aussi leur porte-parole auprès des pouvoirs publics. Et nous ne pouvions pas rester plus longtemps, vous l'imaginez bien, en organisation désormais territoriale. Où j'entends et partage les désirs d'Alsace qui sourdent ici et là. L'unité et l'indivisibilité de la République sera-t-elle mise en danger si subsiste
les panneaux Alsace sur l'autoroute, le blason Alsace sur les plaques d'immatriculation et la carte de l'Alsace dans les manuels scolaires. Je crois qu'il n'y a que les jacobins poussiéreux et bornés pour le craindre. Alors certes, les touristes tchèques, hongrois et polonais seront peut-être désorientés de se retrouver dans le Grand Est, alors que l'anglais, l'espagnol et le portugais, lui, à la vue du panneau Grand Est, se croira peut-être déjà en Sibérie. Mais au fait, les amis, quelle est donc cette entité, cette identité institutionnelle alsacienne qui remonterait à la nuit des temps? Elle n'est pas si vieille que ça. La région Alsace, en tant qu'institution de la République, n'existait, que depuis le 1er janvier 1986. C'est en effet à partir de cette date que les conseillers régionaux ont été élus au suffrage universel et ensuite élisé le président de région, ce qui est toujours le cas. Avant, la région Alsace était, comme toutes les autres régions de France, une organisation parfaitement technocratique, un établissement public régional présidé par le préfet et dont les membres étaient décrétés par lui. En somme, l'institution Alsace n'avait que 30 ans lorsqu'elle est morte. À présent, la balle Alsace est dans le camp des deux départements. Eh oui, Guy, tu me regardes, c'est pourtant vrai, hein. Jamais le Bas-Rhin et le Haut-Rhin n'ont été aussi alsaciens dans toute leur histoire. Eux qui se bouffaient le nez, eux qui se bouffaient le nez tant qu'existait la région Alsace, voici à présent qu'ils se tombent dans les bras depuis qu'ils sont dans le Grand Est. Les uns se découvrent un amour immodéré pour l'héroïque Pradl, et les autres pour les Knockwürstle. L'avenir de l'Alsace leur appartient. Je suis, mes amis, de ceux qui pensent qu'une Alsace institutionnelle sera une Alsace par fusion des deux départements où sera ou ne sera plus jamais. Les compétences, ça c'est une autre question, ça viendra probablement par la suite. Quant à nous, mes amis, quant à nous, ce débat institutionnel ne nous concerne pas. Nous sommes désormais dans le Grand Est sportif qui est devenu une réalité en moins de 2 ans. Les 2/3 des ligues ont fusionné ou se sont regroupées. Les autres suivront. Nier cette réalité, pire, la rejeter, serait suicidaire pour le mouvement sportif dont la mission de regroupement, d'information, de conseil et de défense doit maintenant se développer dans un territoire 2 fois plus grand que la Belgique et dans un contexte compliqué. En effet, mes amis, le budget des sports 2018 est le plus minable de toute la Ve République. Il est en baisse de 7%. Il atteint péniblement 481 millions grâce à l'ajout des 133 millions du CNDS équipement. Grâce à ce hold-up, le budget des sports de la France dépasse, tenez-vous bien, tout juste la moitié du budget du Paris Saint-Germain. Tout est dit dans cette simple comparaison. Les crédits d'équipement du CNDS disparaissent, mais dans les caisses de l'État, pas dans l'enveloppe destinée aux clubs, aux organismes du sport, qu'on annonce d'ailleurs en baisse, nouvelle baisse de 30% pour l'année à venir. On comprend que l'État pousse à une nouvelle gouvernance du sport en France, vu que son budget suffit tout juste à payer le traitement de ses agents. Mais pas question de lâcher le pouvoir. L'État ne veut plus payer, mais pourtant veut continuer à commander. Ça va être, mes amis, tout l'enjeu de la réforme de la gouvernance du sport qui va s'engager à partir de l'année prochaine. Substituer à la mission de service public, celle d'utilité publique, suppose que l'on passe du cahier des charges doctrinaire établi d'en haut, qui ne se discute pas mais s'exécute, à un contrat de partenariat reposant sur la confiance réciproque et le sens des responsabilités de chacun. Pour ce faire, l'État doit se consacrer à ses prérogatives régaliennes, les collectivités s'entendre sur leurs compétences, ça c'est pas gagné, et le mouvement sportif surmonter ses divisions, ça c'est pas gagné non plus. Vaste programme, me direz-vous, mais parfaitement jouable si chacun a la volonté de faire avancer le schmilblick. Dans le paysage sportif français, les collectivités locales et tout particulièrement la région dont la place dans le financement organisationnel du sport ne cesse de croître, eh bien, formeront avec l'État et le mouvement sportif le trio qui exécutera la partition sport au plan régional et territorial.
Encore faudra-t-il que les moyens suivent, la région ne pouvant indéfiniment se contenter des dotations que l'État voudra bien lui concéder sans avoir sa propre fiscalité dynamique et offensive, n'est-ce pas Jean-Paul? C'était le credo du président Richert, c'est devenu aussi le credo du président Rotner. Quant à l'organisation du sport, mes amis, elle devra rester de proximité, sinon nous aurons un cross hors sol, sans âme, technocratique, alors que nous avons besoin de concret. Ça passera par un partenariat renforcé avec les comités départementaux, une consolidation et un renforcement de leurs compétences dans une programmation commune et partagée. En même temps que nous tournons la page Crozat, nous ouvrons une nouvelle page, celle du Grand Est. Il ne pourra pas se contenter de son rôle de regroupement, de représentation, de conseil et de défense du mouvement sportif dans une proximité conservée grâce à ses antennes territoriales. Il faudra aussi qu'il soit inventif, dynamique, combatif pour penser une nouvelle organisation sportive régionale dans une gouvernance du sport revue au plan national. C'est un vaste et ambitieux travail qui réussira, je n'en doute pas, si l'union pour l'intérêt général prévaut sur l'attrait pour l'intérêt partisan. Le mouvement sportif régional doit parler d'une seule voix pour faire face aux complexités qui nous attendent et aux défis que nous aurons à relever. Voilà, mes chers amis, j'ai voulu vous asséner dès le début la dose politique de la réunion de ce soir. Le reste de la réunion, je vous rassure, sera consacré à des points protocolaires et techniques, et je l'espère aussi conviviaux. Et le prolongement, vous le savez, il sera convivial et se déroulera dans la cafétéria, qui est le summum de la convivialité dans cette maison, pour bien montrer combien nous restons profondément attachés à la proximité avec les acteurs de terrain. Alors, si vous le permettez, la suite des hostilités, on va la passer assis, ce sera mieux. Et le point 2 de l'ordre du jour, c'est la vérification des pouvoirs. Marie? 44. 44, nous sommes 44, donc l'Assemblée peut valablement statuer. Je vous remercie de votre fidèle présence, de votre citoyenneté dans le mouvement sportif. Le point 3, il est protocolaire, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 18 mars 2017. Ce document vous est parvenu par voie informatique. Avez-vous des remarques? Vous l'avez, je n'en doute pas, méticuleusement étudié, surtout ceux qui souffrent d'insomnie. Personne n'a de remarques à faire, donc je peux considérer ce document comme adopté. Je vous en remercie, ça nous permet de galoper dans l'ordre du jour, de passer au point suivant, à savoir la présentation et l'adoption des comptes arrêté au 30 juin 2017 par le trésorier. Ce n'était pas le trésorier tout de suite qui va avoir la parole, rassure-toi. Ce n'était pas absolument indispensable de le faire, mais nous tenions quand même à ce qu'il y ait une validation de notre exercice, même si ce n'est qu'un demi-exercice, qui s'arrête au 30 juin. On voulait quand même le soumettre au réviseur aux comptes, vous en donner quelques détails et soulager le trésorier de sa mission passée tout à l'heure au Quitus, pardon. Voilà, donc je donne la parole à notre trésorier Jacques Merle. Vous avez en page 17, vous avez les chiffres au 30 juin 2017 qui ont été arrêtés, qui ont été établis suite à la comptabilisation des écritures, et le bilan qui vous est présenté a été arrêté par le cabinet Bartholdi, qui a présenté ces comptes en ma présence et en présence du trésorier adjoint lors de la réunion à Tomblaine, où tous les comptes des trois crosses ont été adoptés. Alors, à l'actif, vous avez le total des immobilisations qui est de 9 963,43. Vous avez le total suivant qui était de 217 900,52, ce qui fait un total général de l'actif de 227 863,95. Au passif, vous avez, je vais vous donner le détail,
vous avez au 30 juin le fonds associatif, 36 959,14. Le résultat au 30 juin, 4 798,74. Total des capitaux propres, 41 757,88 euros. Les fonds dédiés, 20 204,62. Ensuite, vous avez les dettes fournisseurs et contrats attachés, 51 246,88. Dettes fiscales et sociales, 21 471,57. Autres dettes, 15 000. Produits constatés d'avance, 78 183. Ce qui donne un sous-total de 165 901,45 et un total général de 227 863,95, équivalent à celui de l'actif. Voilà, donc ce sont les chiffres qui ont été arrêtés au 30 juin et qui ont été présentés à la réunion avec les 3 crosses. Et ensuite, nous avons dit qu'il faut que les vérificateurs au compte vérifient quand même la comptabilité. Donc la comptabilité, on n'a pas pu l'arrêter définitivement parce qu'elle sera arrêtée définitivement au 31 décembre avec les amortissements et les provisions qui sont de mise. Mais j'ai présenté la comptabilité telle qu'elle est, comptabilisée au jour le jour, aux réviseurs au compte. Et donc moi je vous donne les chiffres qui ont été présentés. Et les avoirs en banque, c'est tout ce que je peux vous donner, à la date du 12 décembre. Au 12 décembre, c'est les avoirs en banque, et les vérificateurs au compte vous diront tout à l'heure ce qu'ils ont vérifié depuis le 1er janvier jusqu'au 12 décembre, et si cela concorde avec les soldes que je vous indique. Donc sur le compte courant, nous avons actuellement 13 917,77. Sur le livret bleu du Crédit Mutuel, nous avons 65 027,32. Et sur le livret orange, nous avons 289,93 €, ce qui donne un total de 79 235,02 au 12 décembre 2017. Alors, le président avait dit que je donnerais quelques chiffres. Oui, je peux donner quelques chiffres. Le CNDS total, bon, il y a le détail pour les différentes actions. Le CNDS total que nous avons touché était de 90 000 €. La région Grand Est nous a donné 52 909,36 € plus 40 000 € pour l'ATSA. Donc c'est le chiffre de la région Grand Est. Merci, Monsieur le Président, pour ces aides. Les sports de nature compris. Tout compris, oui. Voilà, donc c'est les chiffres que je peux vous présenter. Et je vous demande donc, enfin je vais demander aux réviseurs aux comptes de dire ce qu'ils en pensent. Est-ce que quelqu'un souhaite des précisions, des explications? Ça ne semble pas être le cas, donc voilà, ok. Alors, merci. Merci Jacques. Merci de m'avoir écouté. Pour ce travail et cette présentation. Et puis, voilà. Nos réviseurs au compte sont Jean-Claude Dietrich, Michel Picard et Erwin Schmidt. Qui est-ce qui présente? C'est Jean-Claude Dietrich. À toi, mon ami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, nous sous-signés Jean-Claude Dietrich et Michel Picard. Il n'y avait pas Erwin Schmidt cette fois-ci. Conformément au mandat qui nous a été confié lors de la dernière Assemblée générale, nous attestons par la présente avoir procédé le jeudi 14 décembre à la vérification des comptes du Gros Alsace pour la période du 1er janvier 2017 au 12 décembre 2017. Monsieur le trésorier général Jacques Merle a mis à notre disposition toutes les pièces comptables, extraits de compte, ainsi que le grand livre, le journal. Nous n'avons relevé aucune anomalie et toutes nos questions ont reçu une réponse satisfaisante et justifiée. Nous certifions par la présente l'exactitude et la conformité des comptes qui présentent les soldes suivants au 12 décembre. Solde compte courant 13 917,77, solde livret bleu 65 027,32 et solde livret orange 289,93. Nous tenons par la présente à vous demander de bien vouloir accorder le quitus au trésorier et de le féliciter pour l'excellence de son travail. En même temps, nous vous proposons de voter la décharge au conseil d'administration pour la bonne gestion de nos finances. Fait à Strasbourg le 14 décembre 2017, signé Michel Picard, ici présent, et Jean-Claude Dietrich qui vous parle. Voilà. Merci.
Merci Jean-Claude. Je vous propose donc de suivre l'avis des réviseurs aux comptes et de donner quitus à notre trésorier Jacques Merle. Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'opposition. C'est l'unanimité, la dernière que tu feras, l'unanimité. Merci encore à Jacques pour l'excellence de son travail et la constance de son engagement. Et puis, nous passons au point 7, déjà, de l'ordre du jour, ça avance bien, à savoir le coup de projecteur sur les 40 ans du CROSA, du CROSS d'Alsace. Donc le CROSS a été créé, le CROSS d'Alsace a été créé le 18 avril 1974. C'est la date d'inscription au tribunal d'instance de Strasbourg. À l'époque, il s'agissait de répondre aux besoins qui étaient nés de la création de l'établissement public régional et le Césaire qui a suivi dans la foulée. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les CROSS en France avaient été créés. Alors aujourd'hui, nous sommes 77 ligues et comités adhérents de notre CROSS, 73 membres actifs et 64 membres associés. Les 28 disciplines olympiques sont représentées. Elles passeront, comme vous le savez, à 33 pour les Jeux olympiques de Tokyo. À ce jour, nous sommes 92 000 licenciés. Nous fédérons, nous représentons 492 000 licenciés en Alsace. Le territoire Alsace représente 4 900 associations que nous fédérons. Ces associations évoluent dans plus de 7 000 équipements de tout type. À ce propos, on peut d'ailleurs remarquer que l'Alsace n'est pas aussi bien pourvue qu'on pourrait le penser en termes d'équipements. C'est vrai que nos équipements sont proches, souvent très proches, mais la densité de notre territoire ne plaide pas en sa faveur. Le taux d'équipement est inférieur au seuil national. Pas de beaucoup, mais il est inférieur. Les emplois sportifs en Alsace, c'est à peu près 6 000, c'est moins que la moyenne nationale, mais là aussi, nous sommes en train j'allais dire, de la rattraper, la moyenne nationale, puisque, à en juger par les aides du CNDS à l'emploi associatif, ces 3 dernières années sont en forte progression pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Notre budget, comme vous venez de le voir à l'instant, est d'à peu près 250 000 €. Nous avons 2 salariés. Muriel, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est partie en vacances mercredi. Je crois qu'elle est dans le désert d'Atacama, enfin un lieu perdu des dieux et des hommes. Bref, on lui souhaite de bonnes vacances, sinon elle aurait été parmi nous. Et puis il y a Marie qui la représente fort efficacement et que je remercie aussi de son engagement. Voilà. Et nous avions un jeune en service civique jusqu'en décembre de cette année qui nous aidait essentiellement pour les sports de nature et qui a été très efficace pour la préparation du village des sports de nature. Le conseil d'administration du CROSS, c'était 20, c'est toujours d'ailleurs encore, jusqu'à dans une demi-heure. C'est 20 administrateurs, dont 2 femmes seulement. Ça, c'est un petit peu aussi le malheur du mouvement sportif, c'est de ne pas être assez féminisé. Mais je ne désespère pas que peut-être, galopant dans le Grand Est, nous réussirons quand même à avoir un petit peu plus de représentation féminine. D'ailleurs, les nouveaux statuts, vous les connaissez, ils vous ont été envoyés. Les nouveaux statuts nous obligent d'ailleurs à un meilleur respect de la parité, et c'est une bonne chose. Voilà. Alors, quelles sont donc nos réalisations des 40 dernières années? Elles sont fort nombreuses. Je ne vais pas évidemment toutes les détailler. J'ai ressorti ce qui, à mes yeux, paraissent comme des réalisations importantes. La première d'entre toutes, j'en suis convaincu, c'est la création du centre de formation du CFA des métiers de l'animation et du sport, que nous avons créé avec le CRAGEP, le Centre régional d'animation de la jeunesse et de l'éducation populaire, en collaboration avec les services de l'État, la direction régionale, et avec la région Alsace. Les principaux artisans ont été mon prédécesseur Raymond Hahn, ici présent, ainsi que Jean-Jacques Bonhomme,
directeur régional des sports à l'époque, beaucoup d'entre vous l'ont connu et apprécié, et ainsi aussi que le regretté Adrien Zeller, qui a été, je crois, la pièce maîtresse de cet ouvrage, sans lequel ça n'aurait certainement pas pu se faire. Aujourd'hui, le CFA des métiers du sport et de l'animation, c'est 250 apprentis, dont plus de 90% trouvent un emploi stable après leur formation. Nous avons d'ailleurs étendu le dispositif aux athlètes de haut niveau grâce à la collaboration très efficace et appréciée de la région, plus d'une quarantaine d'athlètes de haut niveau. 78 aujourd'hui, voilà, on est déjà Grand Est, c'est vrai. Je raisonnais encore avec les seuls chiffres de l'Alsace. Donc presque, voilà, 45. Je le disais, une quarantaine, donc c'est 45 athlètes de haut niveau qui sont soit en apprentissage, soit en formation en alternance, puisque le CFA fait aussi de la formation en alternance. On vient de signer avec la Ligue de foot du Grand Est 33 contrats d'apprentissage pour des jeunes, souvent issus venant de situations familiales difficiles, qui trouveront, grâce à cela, peut-être un bon dispositif d'insertion. C'est le seul CFA pluridisciplinaire dans tout le Grand Est. Il y en a d'autres, mais qui sont monodisciplinaires. Celui-là, il est pluridisciplinaire. Il est géré par la PMSA, l'Association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation, qui va bientôt quitter ses lieux. Elle est hébergée ici, à la Maison des Sports, mais vu maintenant l'ampleur de sa mission, il faut qu'elle puisse évoluer dans des locaux mieux appropriés. Elle va être hébergée, n'est-ce pas, cher directeur, n'est-ce pas, cher Jean-Paul, à partir du 1er janvier, au Krebs de Strasbourg. Et elle va pouvoir essaimer, en tout cas, c'est prévu ainsi, dans les deux autres Krebs, le Krebs de Nancy et le Krebs de Reims. Voilà, la PMSA est d'ailleurs d'ores et déjà configurée en Grand Est pour développer l'apprentissage sur l'ensemble de la nouvelle région. Ce qui doit être souligné aussi, c'est la création de l'Agence technique sportive d'Alsace. C'est aussi une création de Raymond Hahn. À l'époque, était née l'agence culturelle et Raymond et d'autres de nos dirigeants se sont dit, mais une agence culturelle, oui, mais pourquoi pas une agence sportive? L'agence culturelle mettait à disposition des organismes culturels, des troupes de théâtre, des décors, des machins comme ça. Eh bien, c'est de là qu'est née cette idée. Ce serait bien d'avoir un organisme qui mutualise les moyens dont le mouvement sportif a besoin. Ça a été fait, grâce aussi, là encore, à la région qui finance, c'est d'ailleurs le presque financeur exclusif, pas tout à fait, parce qu'il y a une cotisation des adhérents à l'agence, mais c'est la région qui en finance quasiment l'essentiel, avec une dotation de 40 000 € qui est englobée dans la convention générale avec le mouvement sportif, bien que l'ATSA, je le rappelle, soit une agence à part, c'est une association à part, avec ses propres statuts, son propre conseil d'administration. Nous n'en sommes, nous, pas maîtres, mais évidemment, nous travaillons en parfaite harmonie avec elle. Voilà. Autre réalisation, je crois, importante dans le domaine de la communication, de l'information surtout. On a créé, il y a quelques années, 5 ans je crois, oui, quelque chose comme ça, le dispositif des émissions à tout sport. Les émissions à tout sport, on les a créées grâce à une collaboration avec la chaîne de télévision régionale Alsace 20. Elles permettent à l'ensemble des disciplines sportives le souhaitant de se présenter, de montrer ce qu'elles font. Ça passe à la télé pendant... ce sont des émissions de 13 minutes chacune qui passent sur l'antenne de Alsace 20 pendant 15 jours, selon une programmation qui relève de la chaîne, et ça permet aux disciplines de se faire connaître du grand public, surtout celles que l'on ne voit pas souvent à la télé et qui trouvent là une ouverture sur le grand public. Il y a aussi les conférences bien fréquentées de la Maison des Sports, les conférences Le Sport et la Vie. Tous les 6 mois, en principe, oui, on essaye de tenir ce rythme d'une conférence tous les 6 mois. Alors au contraire
nos conférenciers, ils sont bénévoles, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas des cachets de 100 000 ou 150 000 euros comme j'ai vu là récemment pour certains anciens politiques là, qui font encore une nouvelle et brillante et splendide seconde carrière par ce biais. Bah, chez nous, il n'y a pas d'argent à prendre, il n'y a pas de carrière à faire. Tous nos intervenants sont bénévoles et comme vous le voyez, il y en a eu de très grands noms. Hein. Il y a eu Jacques Roguet, l'ancien président du CIO. D'ailleurs, il est venu faire une conférence avant d'être élu président. Donc vous voyez ce qu'il faut faire hein, pour devenir président du CIO. Il faut absolument venir faire une conférence à la Maison des Sports à Strasbourg. Il y avait Hein Verbruggen, le président de l'Union internationale de cyclisme, qui est mort d'ailleurs récemment. Voilà. Guy Drut, on ne le présente pas. Patrick Chamache, c'est le directeur médical du CIO. Il y avait Jérôme Valquet, qui depuis a eu des histoires, mais c'est pas à cause des conférences. Le secrétaire général de la FIFA, il y a eu Denis Masseglia, bien sûr, notre président à tous. Il y a eu l'entraîneur des handballeurs, Costantini. Il y a eu David Douillet, il y a eu Caraquillo récemment, le patron de l'université de l'économie du sport à Limoges. Il y a eu aussi, alors des célébrités, celui-là, il a rempli la salle. Et puis c'était un soupe pas possible. Gilbert Grèce, évidemment, l'ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg, Léonard Specht, Claude Kern. Claude Kern était d'ailleurs le seul politique qui était qu'on vous a mis en pâture. Parce que simplement, il était alors au Sénat le rapporteur du projet sur le sport qu'il a ardemment défendu. Voilà. Il y a... Alors, j'ai appelé ça autre réalisation. Ça, c'est essentiellement Yves Herman qui en est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. J'ai appelé ça, pour résumer, un sport sur ordonnance. C'est un petit peu... Je sais, et il me grondera, mais tant pis. Simplement, nous labellisons les structures sportives qui sont habilitées à recevoir des patients auxquels leur médecin traitant prescrit des séances sportives plutôt que des médicaments. Voilà. Et ça, si vous voulez, ça trouve un petit peu son origine dans l'initiative qui était alors celle de la ville de Strasbourg, Sport sur ordonnance. C'est pour ça que je l'ai appelée comme ça. Et d'ailleurs, elle a été généralisée à beaucoup d'autres villes depuis. Et maintenant, elle est possible pour tout le monde depuis le décret du 30 décembre 2016, notamment pour les personnes qui souffrent d'affections de longue durée. Donc, je le disais, nous labellisons les structures qui interviennent là-dedans. Il y a aussi les trophées du sport. Il y en a deux hein, que nous avons créés. Il y a celui que nous partageons, n'est-ce pas Bertrand, où il est ? Celui que nous partageons avec la section régionale de l'Union des journalistes sportifs de France, dont Bertrand a été longtemps le président actif et dynamique. Il en est d'ailleurs du reste encore le président occulte, hein, mais voilà. Bon, je sais que c'est pas élégant pour ton successeur, mais ce soir j'ai pas choisi d'être élégant. Voilà tout. Alors, nous partageons donc ce trophée avec nos amis les journalistes qui nomment le sportif de l'année, et puis nous remettons ensemble le trophée pour l'équipe de l'année. Et puis nous avons nos trophées propres. Tout à l'heure, Denise sera aux manettes et vous appellera tous ceux qui ont mérité qu'on les honore ce soir. Donc nos trophées propres, qui sont celui du dirigeant de l'année, de l'entraîneur de l'année, le sponsor de l'année, l'arbitre de l'année, le journaliste lauréat, les trophées pour l'ensemble de la carrière, les médailles d'honneur, etc., etc. Vous connaissez bien. Donc voilà, ça, on a aussi poursuivi la tradition de cela qui dure depuis plus de 3 décennies. Voilà, nous avons aussi formé avec la région, il faut le rappeler, c'était original à l'époque, ça l'est plus peut-être tellement, mais c'était très original à l'époque, en tout cas c'était unique en France. Nous avions formé le groupe sport, un groupe de 6 élus de la région et 6 élus du mouvement sportif qui travaillaient ensemble les dossiers d'aide individuelle aux athlètes de haut niveau, les dossiers d'aide aux équipes, les dossiers des manifestations d'intérêt de grande ampleur, et puis les aides aux ligues et aux comités régionaux. D'ailleurs, on s'est très largement inspiré, il faut le dire, on s'est très largement inspiré, je crois, de ce que nous avons fait
pendant des décennies ici, puisque ce groupe sport a été créé en 1986, alors que l'ex-région Alsace venait d'entrer sous la présidence de Marcel Roudloff. C'est là alors que cette originalité avait été créée. On s'en inspire aujourd'hui. D'ailleurs, on pourra certainement progresser en la matière lorsque nous serons tous les uns et les autres bien en place. On trouvera certainement moyen au niveau du Grand Est à reprendre ce qu'il y avait de positif chez nous, mais pas seulement chez nous, aussi dans les autres territoires. Voilà. Alors, on a énormément fait. Quand je dis on a énormément fait, c'est Bernard Simonin surtout qui a énormément fait. Je vous parle bien évidemment de formation générale dans laquelle il est non seulement le sachant parmi les sachants, mais aussi quelqu'un d'extrêmement dynamique, efficace. Il ne se pose pas de questions. Bernard, il travaille, et je voulais encore devant vous ce soir lui rendre l'hommage qu'il mérite, parce que si nous avons une politique de formation qui vaut vraiment la peine d'avoir été menée, c'est grâce à Bernard, en grande partie, qu'on le doit. Je lui devais au moins ces quelques mots ce soir, dusse sa modestie en souffrir. C'est comme ça, j'ai décidé qu'aujourd'hui, personne ne serait modeste. Voilà. Alors, en matière de formation générale, on a formé, ou on forme toujours encore, à l'audiovisuel, à la comptabilité associative, à la Convention nationale du sport, à la gouvernance, à la gestion de la vie associative, au management de projets et d'équipes, aux techniques de communication et de presse, n'est-ce pas Bertrand, à l'organisation de manifestations. Beaucoup de gens veulent organiser, ne savent pas toujours comment ça marche et ce qu'il faut faire. Eh bien voilà, on les y forme. Le droit du sport, bien évidemment, avec toutes les filières contentieuses et disciplinaires que ça peut comporter. Les langues, bien sûr, et surtout l'anglais. Si la France est si mal représentée dans les instances internationales, c'est parce que nous sommes fâchés avec la langue de Shakespeare ou de la perfide Albion, c'est comme chacun voudra. Voilà, alors nous on essaye d'y remédier en enseignant un petit peu l'anglais aussi à ceux qui s'inscrivent. On fait bien sûr du secourisme et sauvetage, l'utilisation de défibrillateurs, je vais y arriver, la prévention des chutes chez les personnes à risque, et puis le label Sport Santé dont je vous parlais à l'instant. Donc vous voyez, c'est un programme extrêmement fourni, important, utile. Voilà, si vous voulez en connaître les détails, vous pouvez toujours évidemment vous diriger vers le site du CROSS sur lequel vous trouverez tout ça. Voilà, alors, hop. La formation, puisque je suis dans le domaine de la formation, nous avons repris avec nos propres deniers et notre huile de coude, le programme qui avait été à l'époque mis en place par le CNDS, en tout cas avec un financement du CNDS. Je me souviens que la dernière année de financement du CNDS, c'était quand même 19 000 euros qui étaient consacrés à cette formation des jeunes futurs dirigeants. Alors on les forme, on en forme chaque année entre 15 et 30 depuis plusieurs années. C'est important, c'est bien. On les forme à l'organisation du sport en France, on les forme à la découverte, à la gouvernance de la vie associative, on les forme à la méthodologie de projet, à la communication, à la responsabilité des dirigeants. C'est surtout ça, très souvent, qui n'est pas bien compris. Beaucoup de gens sont pleins de bonne volonté, mais quand ils entrent en vie associative, ils ont peur d'ouvrir une porte sur quelque chose de compliqué, de difficile, de chronophage, que sais-je encore. Chronophage, oui, compliqué pas forcément, difficile pas non plus. En tout cas, on les forme, on les initie à la comptabilité associative et le dernier module consiste en des travaux pratiques. On leur fait faire des travaux pratiques. C'est cette année, n'est-ce pas, ou l'année dernière, qu'ils ont participé au village des sports de nature, dont je vous parlerai à la fin. Voilà. Alors je voudrais, puisque j'en suis là, nos formateurs sont des bénévoles, essentiellement. Je voudrais les remercier, les dirigeants du CROSS et du mouvement sportif qui participent à cela. C'est important. Et je voulais aussi
cher Monsieur Fischer, remercier les collaborateurs des directions départementales et régionales de jeunesse et sport qui sont toujours très diligents, actifs quand on a besoin d'eux, surtout en cette matière-là. C'est là une bonne manière de collaboration entre les services de l'État et le mouvement sportif. Et puis, on a créé aussi le centre de ressources et d'information des bénévoles, hein, cumulé avec une commission juridique. C'est un ustensile, passez-moi l'expression, mais vous voyez bien, je ne suis pas très protocolaire ce soir. C'est un centre que nous mutualisons avec le comité départemental olympique et sportif du Bas-Rhin. Il tient permanence chaque lundi. Il est surtout spécialisé sur le droit, la fiscalité des associations, les ressources humaines, les relations entre les dirigeants et leurs salariés, leurs collaborateurs, et puis l'accompagnement aux demandes de subventions. C'est toujours, pour beaucoup de gens, extrêmement difficile de s'en sortir avec ce fatras administratif et de formulaires. On est un peu dans... Bah oui, c'est l'obsession textuelle française, que voulez-vous, hein, voilà. Alors on essaye de la combattre, nous, avec notre CRIB, et puis la commission juridique, quant à elle, qui est adossée au CRIB, elle se charge de recenser, de vulgariser, de diffuser les textes de loi et aussi de concilier parfois les hommes et les femmes quand ils sont en conflit dans un cadre non réglementaire. J'ai quand même souvenir d'une demi-douzaine de réunions, de conciliations qui ont bien tourné. Alors, ça n'a pas été le pugilat. Et en outre, ça ne s'est pas terminé ni au tribunal de grande instance ni au tribunal administratif, mais simplement autour d'une table entre gens de bonne volonté. Mais très souvent, les bonnes volontés ne se manifestent pas spontanément. Il faut leur donner un petit coup de main. Ben, c'est ce que nous avons fait avec notre CRIB et notre commission juridique. Alors là, coup de projecteur toujours sur le cross. Une de nos dernières réalisations, et non des moindres, ça a été la création du centre de ressources des sports de nature, qui a été créé après la réalisation avec les services de l'État et la région du diagnostic territorial approfondi, qui a été un vaste travail de recensement, de cartographie, de disponibilité de ressources humaines au plan du territoire Alsace. Ce DTA a débouché sur 15 préconisations, et parmi ces 15 préconisations, il y avait la création donc du centre de ressources. Ça a été fait avec l'embauche d'une chargée de projet, qui est Marie Ringheisen. Parmi les réalisations du centre de ressources des sports de nature, il y a évidemment le village des sports de nature à Krut-Wiltenstein et la partie vosgienne Xonru-Longemer que nous avons organisé en concours cette année, depuis le début en collaboration avec le Cross de Lorraine, et depuis cette année en collaboration non seulement avec le Cross de Lorraine, mais aussi avec le Cross de Champagne-Ardenne. Et cette collaboration s'est d'ailleurs étendue au département du Haut-Rhin dès le début, et au département des Vosges dès le début aussi, au GDOS, mais aussi aux conseils départementaux. Et cette année, on a travaillé de concert, n'est-ce pas Agnès, avec le comité départemental olympique et sportif de Moselle. Donc vous voyez que nous fonctionnons déjà très largement en matière de sport de nature sur le mode Grand Est. Alors, on a un logo commun, désormais le logo Grand Est. On a cette année, pour le village des sports de nature, réalisé 2 grandes innovations qui ont été très fortement appréciées, c'est-à-dire ouvrir le village pendant toute une journée à des collégiens. Ça s'est fait en collaboration avec le conseil départemental du Haut-Rhin. Et puis on a fait l'opération Ticket pour la nature. Je ne sais pas si vous avez vu le petit film qu'on a tourné à cette occasion, qui est un truc magistral, où l'on a fait venir des jeunes de quartiers en difficulté, le quartier des Coteaux de Mulhouse, qui ont ainsi pu découvrir et pratiquer les sports de nature. Croyez-moi, il y en a quelques-uns qui n'ont jamais vu de leur vie un lac de montagne, et dont le bonheur apparaît sur le petit film que nous avons fait tourner à cette occasion. L'opération s'appelait Un ticket pour la nature. Ils sont venus en tram-train jusqu'à Krut.
Et puis ensuite, ils sont venus ici à pied et ils ont toute la journée pu s'adonner à des sports de nature. Certains d'entre eux, peut-être, n'en ont finalement jamais pratiqué. Et c'est une manière pour nous aussi de montrer à la population urbaine qu'il y a beaucoup de pratiques de nature proches de chez elles qui sont offertes par les associations que nous fédérons. Aujourd'hui, j'ai découvert déjà la faune et la flore, la montagne, parce que j'ai pas l'habitude d'y aller, parce que c'est pas très courant à Mulhouse. J'ai découvert comment se protéger avec des plantes. Je savais pas aussi qu'on pouvait manger des plantes. Je fais du canoë-kayak, du paddle, de l'escalade. Déjà, les personnes étaient accueillantes et ils nous apprenaient bien comment faire en fait. C'est important pour moi de découvrir des bonnes choses parce que j'aime bien d'autres sports parce que on va pas faire qu'un seul sport dans la vie. L'activité j'ai préféré pour l'instant c'est le triathlon parce que y a de la course et ça va vite et j'aime ça. Ce que j'ai pas trop aimé c'est la course d'orientation en fait. On devait chercher des balises etc. Je suis content d'être là parce que il y a un lac et on peut se baigner et découvrir de très bonnes choses. Le village des sports de nature a été possible grâce évidemment à des financements, celui de la région. D'abord la région Alsace, aujourd'hui la région Grand Est, aussi par les conseils départementaux qui sont partenaires, aussi, il faut le souligner, par le commissariat pour le développement du massif des Vosges, qui est un de nos grands partenaires dans cette affaire. Il ne pourra pas reconduire son financement pour un village de 2018, parce que le financement s'arrêtait au bout de 3 ans. Hein. La convention, me dit-on, n'est pas renouvelable, mais qu'à cela ne tienne. On verra ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et qui plus est, cependant, on est quand même assuré du partenariat du massif pour des opérations ciblées, ponctuelles. On a déjà quelques idées, par exemple pour les Jeux régionaux de la jeunesse et des sports, que l'on pourrait consacrer ici, en tout cas chez nous, dans le territoire Alsace, à la pratique des sports de nature. On verra aussi pour une semaine des sports de nature, à une conférence aussi Grand Est sur les sports de nature, à nous adosser aussi à des manifestations grand public comme les salons Tourissimo, la foire de Châlons, celle de Strasbourg. On pourrait aussi voir à mettre sur pied un observatoire des sports de nature. Vous voyez, on est déjà en train d'appliquer au Grand Est le diagnostic territorial approfondi qui ne valait que pour la région Alsace, mais qui, pourquoi pas, peut servir de modèle. Si ça peut faire avancer le schmilblick, c'est parfait ainsi. Voilà. Alors pour terminer, j'ai peut-être été pas très complet, juste en ciblant sur quelques grandes réalisations. Alors pour terminer, mes amis, quelques-unes de nos représentations, parce que on oublie très souvent que la première des missions du CROSS, c'est de représenter le mouvement sportif dans les instances. Nous sommes évidemment à la commission territoriale du CNDS, que j'ai d'ailleurs le redoutable privilège de co-présider. Nous sommes au bureau du Conseil économique, social et environnemental régional, le CESER. Nous sommes, la session vient de se faire et nous étions représentés par Jacques Merle, je le remercie encore, à la commission attributive des médailles de bronze de jeunesse et sport. On vient d'ailleurs d'arrêter les propositions pour la promotion du 1er janvier 2018. Je rappelle qu'il ne s'agit que de la médaille de bronze, puisque les médailles d'argent et les médailles d'or sont de la compétence ministérielle. Nous sommes dans les commissions d'accessibilité qui se réunissent régulièrement pour rendre les bâtiments et notamment les locaux sportifs accessibles à tout le monde. Nous sommes au conseil d'administration du CREPS, monsieur le directeur. Le CREPS, c'est quand même 5 pôles France, 12 pôles espoirs, les pôles France étant de la compétence des fédérations, les pôles espoirs, la compétence des ligues. C'est une grande maison sportive dont nous sommes les partenaires historiques depuis toujours. Nous sommes à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, mais pour l'instant,
la poursuite de notre collaboration avec cet auguste établissement est subordonnée aux décisions que prendra le CROSS Grand Est lorsqu'il sera constitué après le 7 avril 2018. Nous sommes aussi ici au groupe sport de la conférence du Rhin supérieur. C'est un organisme transfrontalier qui réunit une partie du Bas-Rhin, une partie du Bade-Württemberg, une partie du Rheinland-Pfalz, les deux cantons suisses de Bâle, et voilà, et qui a aussi des actions en matière sportive et notamment des actions transfrontalières. Et puis enfin, le CFA des métiers du sport et de l'animation, j'en ai déjà parlé. Ce sont quelques représentations, il y en a d'autres, mais on ne va pas ici aujourd'hui se perdre dans les détails. Alors, si jamais on vous pose la question, parfois il y a des imbéciles partout, hein. Si on vous pose la question à quoi ça sert le CROSS, vous pouvez toujours, on vous tiendra des DVD à disposition. Les interrogatifs pourront toujours se passer ça sur leurs ordinateurs et ils verront que le CROSS c'est utile, ça sert à quelque chose et ça fait du bien et ça aide beaucoup les organismes du mouvement sportif. Voilà mes amis, c'était le coup de projecteur sur 40 ans de CROSA. Je vous remercie d'avoir suivi ça avec intérêt. Je vous regardais comme ça, les uns et les autres, comme ça, en passant mon DVD, les uns hochaient la tête, les autres avec des mimiques approbatives, n'est-ce pas Annie? Je te quittais pas les yeux. Eh bien voilà, merci de m'avoir suivi, de nous avoir accompagnés dans tout ce parcours. Et ce n'est évidemment pas fini, puisque maintenant nous allons développer tout ceci en plus grand encore, dans un territoire Grand Est. Nous pourrons toujours mettre notre expérience en commun avec celle riche, formidable du CROSS de Lorraine, qui avait son assemblée générale extraordinaire hier soir. Nous y étions, en tout cas moi, jusqu'au bout. C'était nostalgique, c'était émouvant. Et c'était aussi d'une très très grande richesse. Les gens étaient nombreux et ont vraiment apprécié ce qui a été fait en 40 ans. Ce sera le cas aussi pour le CROSS de Champagne-Ardenne, lui qui tiendra son AGE extraordinaire lundi soir. On y sera aussi, n'est-ce pas Jean-Paul? Ouais, ça fait quand même un peu de route à faire. Voilà. Alors, le CROSS de Champagne-Ardenne aujourd'hui n'est pas là parce que le président Collard s'est excusé, il ne pouvait pas. Quant au vice-président Michel Lequeux, qui est un habitué, qui vient régulièrement, il ne peut pas. Les handballeux l'ont retenu. Et il a une réunion du handball Grand Est. Voilà. Mais ils sont de cœur avec nous et nous apprécierons à notre tour la qualité de leur prestation lundi soir. Voilà, mes chers amis, merci de votre attention, et puis voilà. Voilà, voilà. Alors, c'était le coup de projecteur. Maintenant, on va passer à des choses un peu moins sympathiques, mais nécessaires, utiles. C'est la présentation et le commentaire du projet de traité de fusion. C'est encore un projet, puisque vous avez à en débattre à la fin de ma présentation et, le cas échéant, à l'adopter. Alors, c'est le projet de traité de fusion que nous concluons avec les CROSS de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Ce projet a été adopté par le conseil d'administration de notre CROSS le 18 septembre 2017 à la majorité contre une voix contre. Il a été adopté par le conseil d'administration du CROSS de Lorraine le 27 septembre à l'unanimité et par le CROSS de Champagne-Ardenne le 28 septembre, le lendemain, avec une majorité de 2 voix contre et 2 abstentions. La délibération autorise donc les 3 présidents à conclure. C'est rédigé de façon un peu barbare, mais ça c'est la rédaction juridique. Alors, le traité de fusion dénomme les organismes qui fusionnent. C'est donc le CROSS d'Alsace, c'est le CROSS de Lorraine, c'est le CROSS de Champagne-Ardenne, et on indique
en qualité de quoi ils agissent. Seul le CROSS de Champagne-Ardenne est propriétaire de son siège, ce qui explique pourquoi nous avons fait choisi ce mode de fusion, absorption plutôt que fusion-création. Ah, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le traité de fusion rappelle aussi le nombre de salariés des organismes, parce qu'il s'agit de les reprendre, évidemment. Ils sont 2 en Alsace, 9 en Lorraine et 4 en Champagne-Ardenne, ce qui fait un total de 15. Le traité appelle aussi les dispositions légales qui sont applicables aux uns et aux autres, les dispositions du droit local applicables au CROSS d'Alsace et les dispositions de droit commun applicables au CROSS de Lorraine et de Champagne-Ardenne. On rappelle aussi la convention collective, celle du sport, qui vaut pour l'ensemble des salariés des 3 organismes. Les fondements, vous la connaissez. Pourquoi cette fusion et le traité qui vous est soumis? Tout simplement parce que la loi du 16 janvier 2015, la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, substitue aux 22 régions administratives métropolitaines 13 régions à compter du 1er janvier 2016. C'est ce qui a emporté tout le reste. Il résulte des dispositions du Code du sport qui sont d'ailleurs anciennes. Elles ne sont pas nées de la loi NOTRe, elles existent depuis fort longtemps. Les articles, vous les avez sous les yeux. Ces dispositions veulent qu'il y ait concordance entre l'organisation territoriale des fédérations et de l'État, tout simplement en raison du service public que les fédérations accomplissent en France, puisqu'en France, le sport, c'est une mission de service public. Alors, évidemment, cette règle s'applique aussi au CROSS, encore que les pouvoirs publics sont absolument fondés à n'exiger qu'un seul interlocuteur, mais ils ne peuvent pas interférer sur la façon dont se constitue cet interlocuteur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors juste ça pour mémoire, il y a 2 zones qui fusionnent à 3, c'est l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, mais c'est aussi l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin. Ça forme un énorme zoophage là dans le sud de la France. Je crois que c'est 2 fois plus grand que la région Grand Est. Alors on se plaint souvent des distances, des kilomètres. Ah ben ceux-là c'est encore pire. Il y a 6 fusions à 2. Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie ont fondé les Hauts-de-France. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous, ce sont des bas français. Enfin, ou les Français de base. Voilà. Haute-Normandie, Basse-Normandie, la Normandie, Bourgogne, Auvergne-Rhône. Il y en a à Occitanie, c'est Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées. Et puis il y en a 5 qui sont sans changement. L'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, le Pays de la Loire, la Bretagne, Provence-Côte d'Azur et la Corse hérite d'un statut spécial. C'est actuellement en pleine actualité. Voilà. Au passage, vous noterez que la majorité des députés qui ont voté la loi NOTRe sont issus de régions qui ne fusionnent pas. C'est ce qui explique peut-être qu'ils n'avaient pas d'état d'âme. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Alors, nous avons choisi, comme je vous le disais, la formule de l'absorption par le CROSS de Champagne-Ardenne des 2 autres CROSS, celui de Lorraine et celui d'Alsace, tout simplement parce que Champagne-Ardenne est propriétaire de son siège et que fusion-création aurait entraîné des droits de mutation. On avait une fiscalité importante à payer, ça nous aurait coûté au bas mot 10 000 €. Donc c'est déjà assez compliqué comme ça, sans qu'il faille encore en plus alimenter Sa Majesté financière. Donc on a dit non, on va procéder autrement. C'est pour ça qu'on a fait cette technique juridique de l'absorption. Alors, Sa Majesté financière, tout à l'heure, vous a donné les chiffres, le traité les rappelle. Le patrimoine transféré au 31 décembre 2016, il a été voté d'ailleurs par les assemblées générales respectives. C'est presque 37 000 € pour l'Alsace, un peu plus de 270 000 pour la Lorraine, et un peu plus de 145 000 pour Champagne-Ardenne.
Les comptes, quant à eux, c'est les disponibilités, hein, c'est pas les comptes, c'est les disponibilités qui ont été arrêtées au 30 juin 2017. C'est un petit peu plus de 60 300 pour l'Alsace, un peu plus de 221 000 pour la Lorraine et un peu plus de, combien ça fait, 53 300 pour Champagne-Ardenne. Voilà pour les disponibilités. Tout ça, c'est contenu dans le document hein, que vous avez sous les yeux, dans la plaquette. Vous pouvez d'ailleurs suivre avec moi. Moi, j'ai fait un résumé de ce machin, hein, parce que c'est d'une barbarie sans nom. Je suppose que vous êtes plongé là-dedans avec un délice tout à fait certain. Moi, pas. Ça me donne des boutons. Alors, le traité de fusion précise que le CROSS de Champagne reprend les personnels. Il n'y a pas de changement là-dedans. Les personnels conservent leur statut. Je sais que la question avait été posée, mais qu'en est-il du statut de droit local des nôtres? Il n'en est rien du tout. Ils conservent bien évidemment le statut qui est le leur. D'ailleurs, le traité précise bien que sauf accord d'entreprise avec des clauses plus favorables, les personnels de l'ensemble des CROSS continueront sans limitation de durée, je cite, à bénéficier des avantages individuels acquis conférés par les accords dont ils relevaient avant la réalisation de la fusion. Je ne crois pas qu'on puisse être plus clair. Donc il n'y a aucun souci à avoir. Le socle juridique, c'est l'Assemblée générale du CROSS de Champagne-Ardenne lundi soir qui le mettra sur pied, puisque c'est elle, le CROSS de Champagne-Ardenne se transformera en CROSS Grand Est et adoptera alors les statuts, mais je vous rassure, ces statuts ne sont pas élaborés et discutés par le seul CROSS de Champagne-Ardenne. Nous les avons bien sûr travaillés ensemble. Ils sont assez conformes, ils collent d'ailleurs pas très exactement, mais ils collent en tout cas pour les très grandes lignes, aux statuts types qui nous ont été soumis par le Comité national, avec quelques particularités pour nous que nous entendons bien conserver. Après tout, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de prérogatives locales et pas seulement des directives nationales. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous donner? Ah oui, alors l'intérim. Il y aura un intérim, bien sûr, après cette Assemblée générale, il faut bien que la vie continue. Il y aura, on mettra en place une gouvernance provisoire, donc un comité intérimaire qui réglera les affaires courantes du 1er janvier au 7 avril, date de création du nouveau CROSS Grand Est, et qui, comité provisoire, comprend 12 personnes. Je donne tout à l'heure la parole à Bernard. Il vous donnera avec délice les détails de ce truc-là. Les cotisations, oui. Alors c'est une question sans doute que vous vous posez. La cotisation, c'est le nouveau CROSS qui déterminera la cotisation, mais ce sera en tout cas pas ce qui existait déjà ici en Alsace. Ce sera beaucoup plus proche de ce qui se faisait en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Nous avions une cotisation forfaitaire. On payait la cotisation qu'on ait 1000 licenciés ou qu'on en ait 100 000, peu importe, c'était le même prix. C'était pas du tout la manière qui a prévalu en Champagne-Ardenne et pas non plus en Lorraine, où il y avait des grilles de cotisation par licencié. Pas les mêmes d'ailleurs, c'était pas les mêmes grilles en Champagne qu'en Lorraine. Voilà. Donc la nouvelle cotisation, je l'imagine, on n'a pas vraiment encore planché là-dessus, elle sera plus proche de cette manière de traiter les choses que de la nôtre, avec une référence, je dis bien une référence, de 5 centimes par licencié. Ça ne veut pas dire qu'il y a une application mathématique. Il y en a qui hurleraient à raison. C'est simplement une référence pour nous permettre de situer un budget qui soit aussi un budget où nous ne sommes pas sous perfusion des pouvoirs publics en permanence, où nous pouvons aussi disposer de moyens propres pour mener notre action propre. Voilà. Quant à l'exercice 2018, ce sera simplement la somme des cotisations des 3 CROSS qui sera récoltée par un seul CROSS, celui du Grand Est. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce machin fastidieux du traité de fusion. Il faut bien passer par là. Et puis je donne la parole tout de suite dans la foulée à Bernard pour vous... Alors,
Je mets en route le DVD, Bernard? Tu peux. Je peux. Allez hop. Alors lui, il se farcit le pire truc du... c'est pas sûr que ça soit le pire truc. Ah oui, mais ça... Mais en tout cas, c'est un schéma, cette nouvelle gouvernance qui est un petit peu particulier. Donc le CNOSF nous a proposé des projets de statut, puisqu'il y a une réforme globale du système, et nous a demandé de réagir dessus, donc nous avons réagi dessus, nous avons fait quelques propositions. Je ne rentre pas dans les détails des remarques qui ont été faites par le CNOSF. Je dirais simplement qu'on a mis très longtemps à avoir des réactions officielles, mais on ne les a quand même pas eues complètement, puisqu'on a eu quelques remarques par mail par un secrétariat, mais on n'a pas eu de réaction officielle d'un élu du CNOSF par rapport à notre proposition. Donc nous avons décidé de la proposer aux assemblées générales. C'est ce qui a été fait hier soir par le CROSS de Lorraine. C'est ce que va faire le CROSS d'Alsace ce soir. Alors, contrairement à toutes les habitudes dans les élections des associations ou des structures, on commence par élire, d'habitude, c'est ce que vous connaissez, on commence par élire un conseil d'administration dont on détermine la composition. Puis une fois que le conseil d'administration est élu, on en extrait un bureau exécutif. Moi, depuis que je suis tout petit, on m'a appris à raisonner comme ça. Ce bureau exécutif, pour un peu conduire, c'est l'équipe restreinte qui va conduire les affaires et la politique de l'association. Alors là, non. Le CNOSF a décidé, et on ne peut pas faire autrement que d'appliquer ce qu'il a demandé. On va commencer par élire un bureau exécutif. C'est ce que vous avez là sur l'écran. Donc un bureau exécutif de 15 membres, avec évidemment des contraintes qui liées à la parité, liées à certaines catégories de personnes qui doivent être représentées. Donc j'essaie d'être rapide. Donc 15 membres dans ce conseil exécutif, dont 3 femmes au minimum. Pardon? Oui. D'accord. L'élection de ce conseil exécutif se fait sur liste bloquée. C'est-à-dire, il n'y a pas de liste incomplète, il n'y a pas d'aménagement particulier, c'est une liste. Il n'y a pas non plus de proportionnel. Une liste bloquée qui doit être élue dans l'État et dans un ordre déterminé qu'on va détailler. Les disciplines olympiques, ça vous le saviez dans les élections précédentes du mouvement olympique. Donc, discipline olympique, il y aura 8 membres au minimum dans ce conseil exécutif. Il y aura dans les disciplines non olympiques et autres, 7 membres au maximum. Ok? Donc on retrouve bien les 15. Précision. Donc une particularité sur cette liste bloquée, c'est qu'il doit y avoir une précision nominative obligatoire des domaines de compétences des membres élus. C'est-à-dire qu'on n'élit pas Monsieur X au conseil exécutif. Monsieur X, il est élu en tant que. Il a une fonction. Ou madame. Hein. Je m'excuse Agnès, je dis toujours monsieur, mais ça peut être madame, hein, effectivement. Donc, en tête de liste, il y a évidemment le candidat à la présidence. En position numéro 2, vous avez, et en position numéro 3, vous avez deux vice-présidents territoriaux. Il est bien sûr, dans notre configuration, je bafouille, dans notre configuration, il va y avoir sans doute, on va attendre les élections quand même, mais s'il y a un président du territoire champardonnais élu pour le CROSS du Grand Est,
les 2 vice-présidents territoriaux seront le vice-président territoire Alsace et territoire Lorraine. Ok? Donc qu'on voit bien le positionnement des 2 vice-présidents délégués. C'est-à-dire que une fois que l'élection est terminée, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 du Cross Grand Est seront les représentants des 3 territoires. C'est clair? Numéro 4, numéro 5, numéro 6 et numéro 7, on va avoir ce qu'on appelle, c'est ce qu'a voulu aussi le CNOSF, des vice-présidents thématiques. Thématiques, c'est-à-dire des spécialistes d'un certain domaine dans le développement ou dans la gestion, ou les relations avec l'État ou les relations avec autre chose, qui vont être élus à la vice-présidence thématique. Alors, il y a une vice-présidence en numéro 4, sport et politique publique, une vice-présidence en 5, sport, santé, bien-être. Donc c'est des thématiques que vous commencez à connaître puisqu'on en parle déjà depuis 2 ans. Et puis aux récentes élections du DOS 67 par exemple, on s'est déjà organisé par rapport à ces thématiques. Je continue. En numéro 6, la vice-présidence thématique sport, éducation, citoyenneté. En numéro 7, la vice-présidence thématique sport, formation et professionnalisation. Donc tout ce qui touche à l'emploi, la professionnalisation. En 8, il y aura un secrétaire général, donc une personne qui aura cette fonction. En 9, un secrétaire général adjoint. En 10, un trésorier général. En 11, un trésorier général adjoint. Je précise que ça peut être une femme aussi, bien entendu. En 12, ce qu'on a appelé un administrateur conseiller du président. C'est un peu un poste d'administrateur, je ne vais pas dire ambulant, parce que ça sera assez malvenu, mais disons, il n'a pas d'affectation précise, il est plutôt conseiller. En 13, en 14 et en 15, donc pour les 3 derniers postes, il y aura 3 représentants des DOS, ok, qui feront partie du conseil exécutif du nouveau Cross Grand Est. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc bien entendu, je ne rentre pas dans les détails de l'élection qui aura lieu le 7 avril. Eh ben, il y aura des listes, il y aura une, des ou plusieurs listes déposées. En gros, pour la fin, on vous écrira tout ça, puisque c'est le comité provisoire qui va s'occuper de la préparation des élections, d'envoyer les convocations, etc. Donc, avec toutes les règles à respecter. Donc, tout ça, ça va se faire à partir du mois de janvier. Mais en gros, les listes seront à déposer pour la fin du mois de février, début mars peut-être, et puis ensuite on rentrera dans le processus de l'élection. Une fois que ce conseil exécutif est élu, c'est 15 personnes, le conseil d'administration, il va s'étoffer un petit peu par l'élection de ce qu'on appelle le conseil d'administration, là, de 14 membres élus, non plus au scrutin de liste, mais élus au scrutin uninominal. Donc c'est le dispositif que vous avez l'habitude, que vous connaissez, et que vous connaissiez, c'est-à-dire que un candidat choisi ou délégué par sa discipline, il peut se présenter aux élections. Alors, vous voyez la difficulté. On se posait la question d'ailleurs avec Patrick Forret il y a quelque temps, au moment du séminaire le 30 septembre, est-ce que le jour de l'élection, à Tomblaine, il va pas falloir des spécialistes, parce que la première élection précède obligatoirement la deuxième, puis à la première élection, il peut y avoir des battus. S'il y a 2 listes ou 3 listes,
peut y avoir des battus. Et parmi les battus, il y a peut-être des battus qui ont envie de se présenter à la deuxième élection sur le scrutin uninominal. Donc vous voyez un petit peu le temps qu'il va falloir, la rigueur qu'il va y avoir à observer pour que tout se passe bien. Donc, mais c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Alors ce conseil d'administration de 14 membres, il est élu au scrutin uninominal. Ce sont des personnes désignées par leur discipline. Ok ? Une fois qu'on aura rajouté ces 14 membres du conseil d'administration, on rajoute ça aux 15, on aura donc un gros conseil d'administration, une grosse gouvernance de 29 personnes. Alors, pour ce conseil d'administration de 14 membres, il y aura 2 votes. Un premier vote, pas dans le désordre, dans l'ordre. Un premier vote pour les collèges des disciplines olympiques, où seront élus 7 membres au minimum, dont au moins 2 femmes. Je lis ce que vous avez sur votre document. Une fois que ce vote est achevé et dépouillé, on passe au deuxième vote. Le deuxième vote, il y a 2 collèges. Il y a le collège des disciplines non olympiques ou autres, 4 membres à élire, dont au moins 2 femmes, dont au moins un représentant des fédérations multisports ou affinitaires, dont au moins un membre d'une fédération scolaire ou universitaire. L'école est sauve. Et le deuxième collège, le dernier collège, les personnes qualifiées, 3 membres. Donc ces personnes qualifiées seront évidemment désignées, une par le Cross Alsace, une par le Cross Lorraine et une par le Cross Champagne-Ardenne. Voilà un peu comment se passera, enfin pas un peu, voilà exactement comment se passera l'élection. Donc ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué ou pas du tout. S'il n'y a qu'une seule liste, pour la désignation du conseil exécutif, c'est un petit peu plus simple. Les échéances de la fusion. Donc je peux vous dire, personnellement, je suis particulièrement épuisé depuis 2 ans, avec tous les kilomètres, les réunions avec Patrick Forette qui est en dessous, le nombre de fois où il a fallu travailler avec Claude Bompard, notamment les secrétaires généraux, les présidents, les trésoriers peut-être un peu moins, mais les trésoriers, ils travaillent d'une autre manière, de façon plus sereine et plus concentrée, on va dire. Hein. Ils sont moins bousculés et ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer autant. Mais disons, on a beaucoup bougé et pas seulement depuis le début de l'année 2017, déjà depuis 2016. Hein. Et vous n'ignorez pas que comme on est dans une période transitoire, Agnès Raffin a été désignée par le CNOSF pour présider et animer le comité de coordination régionale pour justement aboutir à la mise en place de ce nouveau cross, pour l'accompagner, si vous voulez, et ce CCR. Donc, entre les réunions du CCR, la préparation des réunions, je vous ai simplement mis sur votre document les échéances 2017. Hein, de la fin 2017, parce que ça s'est accéléré. Donc 18 décembre, 27 septembre, 27 septembre, 28 septembre, il y a eu les 3 conseils d'administration à la rentrée pour adopter les projets de traité de fusion. Le 30 septembre, on a souhaité organiser les 3 crosses, toute l'équipe, on a souhaité organiser un séminaire à Tomblaine pour expliquer aux disciplines comment ça allait se passer et répondre à leurs questions. Le 14 décembre, c'était hier soir, c'était la première AG extraordinaire de dissolution du Cross de Lorraine. Ce soir, c'est l'AG extraordinaire de dissolution du Cross d'Alsace. Et lundi, le 18 décembre, Assemblée générale extraordinaire du Cross Champagne-Ardenne, où aura lieu le vote du traité de fusion qui aura été adopté par les 2 autres crosses ce soir et hier soir. Les statuts, le vote des statuts,
tels que nous les avons écrits, les changements de nom, donc toutes les domiciliations, tout ce qui a trait à et qui concerne aussi le siège social. Donc tout ça c'est lundi soir à Châlons que ça sera voté. Et enfin, ensuite on soufflera un petit peu, si on peut dire, on soufflera un petit peu après les fêtes, et puis on se concentrera sur la préparation de l'Assemblée Générale élective du Cross Grand Est qui aura lieu le 7 avril. Donc là, on est sûr que l'élection aura lieu le 7 avril, puisque le CNOSF a répondu par écrit. Voilà. Enfin, je vous parle un tout petit peu de comment on va être géré à partir de lundi soir, quand le Cross Champagne-Ardenne aura fait effectuer tous les votes. Hein, il n'y aura plus ni de Cross Champagne-Ardenne, ni de Cross Lorrain, ni de Cross Alsace. Donc, à partir du 1er janvier, on va rentrer dans un exercice budgétaire, c'est comme ça qu'on dit, monsieur. On va rentrer dans un exercice budgétaire 2018, et évidemment, il y a une équipe qui va travailler pour le suivre, mais on a décidé tous ensemble, hein, les 3 crosses, de créer une gouvernance provisoire du 1er janvier au 7 avril. Donc ce n'est pas le président du Cross de Champagne-Ardenne qui décidera tout seul à partir du 1er janvier. C'est un collectif composé de trois co-présidents, donc Damien Collard, Jean-Marc Asbecker, Alain Lux. Il fallait un secrétaire général, je me suis dévoué, mais je sais que je serai aidé par Claude Bompard et Jean-Paul Grasmuc de Champagne-Ardenne, qui seront les secrétaires généraux adjoints. Donc je pense que moi je vois déjà comment on va un petit peu fonctionner, puisque chacun va un petit peu s'occuper des affaires sur son territoire, et puis on va centraliser tout ça. Ensuite, un trésorier général, Jean Thomas, avec 2 adjoints, Daniel Bussier et Jacques Merle, donc qui vont suivre la trésorerie, et 3 membres supplémentaires qui sont des vice-présidents des 3 crosses. Yves Herman pour le Cross d'Alsace, Michel Lequeux pour le Cross Champagne-Ardenne et Jean-Marc Voirin pour le Cross Lorraine, ce qui fait que ce conseil provisoire de 12 personnes, je pense qu'il a suffisamment de sagesse et de poids pour gérer les affaires courantes jusqu'au 7 avril, et il aura surtout pour mission d'organiser les élections. Voilà, j'ai terminé mon petit topo, j'espère que j'ai été clair. S'il y a des questions, on peut peut-être ouvrir la parole à la salle. S'il n'y a pas de questions, on va tout de suite passer à la suite. Oui, donc, alors, oui, ça donne la migraine, hein? Oui. Non, ça va. Ça va? La pire. Bien, écoutez, la discussion est ouverte. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, Attardo. Oui. Salvatore, attends. L'un des séminaires qui a eu lieu donc à Camden, oui. Il avait été question aussi qu'à un moment donné, par rapport aux salariés, de lisser les salaires. Est-ce que ça va être mis en compte? Alors, un engagement a été pris le 30 septembre par les 3 présidents qui étaient présents à Tomblaine. Ils se sont engagés, quel que soit celui qui sera élu. Une des premières missions du nouveau CROSS sera de mettre à plat la situation des salariés, ok, et d'engager les réajustements nécessaires. Moi qui connais très bien la convention collective du sport, je peux vous dire, évidemment, je suis troublé à titre personnel entre comment sont gérés les salariés du Cross Champagne-Ardenne. Je sais comment sont gérés les 2 salariés alsaciens. Je sais à peu près comment sont gérés aussi mais disons, les postes de travail, l'organisation du travail n'est pas la même sur les 3 territoires. Il va falloir concevoir pour le Cross Grand Est une nouvelle organisation du travail. Et il faut dépasser l'existant et non pas se recroqueviller sur les avantages qu'on a.
La règle c'est, je précise, et ça a été dit à Tomblaine de façon très claire, la règle c'est, progressivement, cela va de soi, l'alignement vers le haut et pas vers le bas. Tout à fait. Et le gros du travail sera évidemment effectué par le nouveau directeur qui succédera à Patrick Forêt dans la fonction de directeur du Cross Grand Est. Vous avez répondu en partie à la question que j'avais posée derrière. Oui. Sur Patrick Forêt, je regrette son choix, mais bon, c'est le sien. Tout le monde le regrette. Voilà, donc il a décidé de voguer vers d'autres voies. Est-ce qu'il y a une démarche déjà faite pour son remplacement? Nous nous rencontrons le 29 décembre. Le comité qui sera effectif lorsque nous aurons voté le traité de fusion, qu'on vous explique là. Nous nous rencontrons le 29 décembre pour en débattre et voir comment nous allons au moins faire une politique de ciblage pour la nouvelle directrice ou le nouveau directeur qu'il faudra embaucher rapidement. Sachant que tant que le directeur n'est pas recruté, eh ben, c'est les 3 secrétaires généraux qui vont quand même s'occuper du personnel. Mais il n'y aura pas de difficulté particulière. Voilà. Autre question? On peut passer à la suite? S'il n'y a plus de questions, ben écoutez, moi je vous propose de passer au vote, tout simplement. Hein. Est-ce qu'on vote par main levée? On est bien d'accord, hein, on ne va pas encore procéder à bulletin secret, on peut le faire, mais là, on ne mange plus. Hein. Alors je vous propose, moi, de procéder à main levée. Ouais. J'ai décidé ce soir d'utiliser des arguments frappants. Voilà. Alors, je vous pose la question, qui est pour l'adoption de ce traité de fusion? Veuillez lever la main. Pour. Merci. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus, donc le traité de fusion est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous pouvons maintenant construire. Voilà, je n'ai moi pas de point particulier à l'ordre du jour, au point divers. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question, même d'ordre général, hein, sur l'actualité sportive ou autre chose? Non, si tel n'est pas le cas, eh bien, avant de passer à la remise des trophées, je vous propose d'écouter quand même ce que les personnalités qui m'entourent veulent nous dire ce soir. Je vais commencer par Claude Bompard. Claude, mon cher, si tu veux bien nous dire quelques mots. Alors j'espère que vous m'entendrez tous. Bon, je vais essayer d'être assez court parce que Jean-Marc et Bernard ont suffisamment pris du temps de parole. Donc moi je voudrais dire tout simplement que cette fusion, vous l'avez quasiment tous vécue, donc vous savez un petit peu ce qu'il en est. Après, c'est une fusion administrative, quoi qu'on en pense, puisque la décision vient d'en haut, comme elle a été décidée au sein des fédérations. Puisque je vous rappelle que les clubs réunissent et s'affilient au sein d'une fédération, et c'est la fédération qui donne délégation aux ligues et aux comités. De même que nous élisons un gouvernement, et c'est le gouvernement qui a décidé ensuite de faire les fusions des régions. Donc c'est tout simplement une structure administrative, et donc c'est bien une administration. D'ailleurs, nous nous appelons administrateurs. C'est essentiellement ça. Maintenant, il faut prendre cette fusion comme une chance. Alors, culturellement, ça n'a aucune incidence. Et il y a beaucoup de territoires qui sont sur 2 régions administratives différentes, voire même des pays différents si on pense aux Basques et aux Catalans. Et ça ne gêne pas la vie des gens. C'est tout simplement un problème administratif. Donc cette fusion, par contre, elle a un avantage, c'est que la représentation du sport vis-à-vis de nos fédérations, vis-à-vis de la France, elle est plus grande. On arrive à 1,2 million de licenciés. Je pense que c'est un chiffre qui ferait rêver tout syndicaliste. Et à partir de là, il faut que le Cross Grand Est soit le représentant de tous ces licenciés de base.
Donc il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit structuré. Et comme l'a dit Bernard, Jean-Marc, on va avoir une structure plus réduite, avec des missions plus pleines, plus contraignantes. Il va falloir être prêt à assister les ligues qui sont plus fragiles, parce qu'il y a certains sports qui étaient quand même plus confidentiels, qui pouvaient se retrouver dans un territoire réduit, mais dans un espace comme le Grand Est, vont se retrouver dilués. Et ces ligues-là, il faudra les aider. Ce sera le rôle du CROSS, à l'aide de tous les sports qui soient forts ou plus faibles, de se réunir et d'être le représentant de tous ces sportifs. Je pense que ça va être ça le rôle essentiel. Nous le prenons comme ça. Alors moi, je ne suis pas lorrain, je suis originaire d'une autre région, mais habitant en Lorraine, j'ai milité pour le sport lorrain, pour mon sport, ensuite pour tous les sports lorrains au sein du CROSS. Je vais passer Grand Est au moins pendant 3 mois. Il faut qu'on soit solidaire pour le sport du Grand Est. Je pense que ça doit être le vœu de tous, et il faut que le sport qui a une charge, un apport culturel, un apport social important que tout le monde reconnaît, il faut qu'il soit pris à sa juste valeur. Donc, il faut qu'on continue à se battre. Je rappelle que les vaincus, ce sont ceux qui arrêtent de se battre. Ah, merci à vous. Je donne la parole à Agnès Raffin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Hier soir, on fêtait les 44 ans du CROSS Lorraine. Ce soir, les 43 ans les 43 ans du CROSS Alsace. C'est une page olympique qui se tourne, mais c'est surtout une nouvelle page qui va s'ouvrir à partir du 1er janvier 2018. Une page olympique dans le cadre de Paris 2024 et de la ville haute que va devenir Paris en 2024. Il va y avoir du travail et il va falloir que tous les territoires travaillent à cette pas comme plus candidature, on avait l'habitude de dire candidature, que tous les territoires travaillent autour de cette ville haute de façon à ce que les Jeux Olympiques soient une vraie réussite, mais surtout, avant tout, comme l'a dit Denis Massiglia, notre président du CNOSF, qu'on passe d'une nation sportive, de sportifs, à une nation sportive. Que le sport soit fait pour tous, pas seulement pour les sportifs de haut niveau qui seront à Paris, mais que cet élan qu'il va y avoir autour de Paris puisse aussi servir le sport amateur, le sport dans les clubs, mais aussi le sport vers nos seniors, le sport vers le public en situation de handicap, la pratique féminine qu'il faut aussi booster. Enfin voilà, tout ça, Paris 2024, ça doit être aussi un élan qui souffle vers l'ensemble du sport. Je voudrais dire aussi qu'à travers le comité de coordination régionale que j'ai eu la chance d'animer, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, à travers les 4 axes délégués par le CNOSF, on a essayé d'aider à la construction d'un projet sport et territoire sur le Grand Est, de façon à aider le ou la future présidente du CROSS Grand Est et ses équipes pour travailler sur ces 4 actions déléguées. Donc je le répète, sport professionnalisation, sport santé, sport éducation citoyenneté et sport et politique publique. Voilà, ça a été un travail qui a duré 1 an et demi. On a essayé de faire du travail à travers des commissions, comme on l'a dit tout à l'heure, on a fait beaucoup de kilomètres, on s'est souvent réunis, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice et j'espère que ceux et celles qui seront les futurs administrateurs pourront s'emparer de ce travail qui a été construit conjointement par les CROSS et les CDOS. Et enfin, je voudrais dire pour terminer que il me semble que ceux et celles qui vont être administrateurs de ce futur CROSS Grand Est, il va falloir que ce soit des hommes et des femmes fédérateurs, parce que sans cela, rien ne pourra être construit de tangible sur ce grand territoire. Et il faudra vraiment qu'on travaille en équipe et que ce projet qui sera mené par ceux et celles qui vont administrer le CROSS Grand Est soit aussi le projet construit par les territoires. Et on est tous, et il faut le redire, au service de nos clubs, et ça doit être l'essentiel de nos missions. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année parce que c'est la période, et puis longue vie au CROSS Grand Est. Merci. Merci Agnès. Jean-Paul Omeyer.
Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos grades, fonctions et qualités. Permettez-moi à mon tour de vous saluer, de vous dire alors le plaisir bien sûr que j'ai à être là et à voir autant de monde présent pour cette soirée bien sûr un peu particulière avec peut-être un brin de nostalgie, mais comme l'a si bien dit le Président, je remonterai même avant 1986, du temps de l'Austrasie dont nous faisions partie. L'Alsace existait déjà comme la Lorraine et continuera bien sûr à exister demain, n'en déplaise aux plus alsaciens que les autres, qu'on entend beaucoup s'agiter, mais qui évitent surtout d'avancer et d'avoir des projets. Aujourd'hui, le mouvement sportif a une fois de plus montré qu'après avoir essayé de comprendre et peut-être un peu renacler, il a su s'organiser et se préparer pour une année 2018 qui va être particulièrement importante. La mise en place de ce Creuse Grand Est et dont le rôle sera particulièrement important dans le cadre du travail qui se fait au niveau national pour mettre en place une nouvelle loi sur le sport qui sera votée en 2019 et dont les prémices doivent être présentées au Président de la République avant le 30 juin 2018. Les grands principes, c'est de revoir le sport à l'échelle du XXIe siècle, puisque je rappelle qu'une grosse partie du sport est encore organisée par des circulaires de Maurice Herzog de 1960. Et ça veut dire, entre autres, de mettre le sport sur les grands principes de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y aura toujours le sport professionnel qui a une vocation de communication et qui n'a peut-être plus besoin d'autant d'argent public qu'il en a aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, la loi prévoit que c'est de l'argent public. Donc il faudra revoir ça, mais qu'on mette aussi les moyens de l'argent public sur le sport olympique et les sports non médiatisés qui ont certainement besoin d'avoir plus d'apports. L'État, effectivement, s'occupera de la représentation au niveau international, Jeux olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe, et de son pouvoir, qui est légitime, de contrôle régalien. Mais par contre, tout ce qui est en dessous, le sport de base, le sport de la pyramide qui va vers le haut niveau, va revenir aux collectivités en partenariat avec le mouvement sportif. Cela a déjà été affirmé dans le protocole de gouvernance que nous avons signé le 28 septembre à Orléans entre l'État, les régions, les métropoles, France urbaine, l'Association nationale des élus du sport, le mouvement sportif et paralympique. Vous aurez noté qu'il manquait la signature des départements qui ne sont venus à aucune réunion et c'est un peu dommage. J'ose espérer que dans le cadre de la loi de 2019, tout le monde sera autour de la table pour que nous puissions ensemble préparer ce sport que nous souhaitons pour demain. C'est particulièrement important et il y a un axe majeur qui est la place du bénévole et comment le bénévole sera reconnu. Il y a eu plein de tentatives, depuis la loi Avis, depuis la loi de 1984, avec toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir, sur les droits à la formation, sur la valorisation fiscale des heures de bénévolat, sur la reconnaissance par rapport à la retraite, etc., qui n'ont jamais abouti, parce que même si à droite comme à gauche, on était plutôt d'accord, en général, c'est toujours le gendarme financier de Bercy qui coinçait un peu quelque part. Aujourd'hui, il y a un président de la République qui vient de Bercy, qui a donné des instructions claires, nettes et précises pour qu'on règle ces questions. Et c'est important qu'on puisse les régler. Et je rappelle que, comme c'est dit dans le protocole de gouvernance, comme c'est fait dans le groupe de pilotage politique de cette loi dont je fais d'ailleurs partie, le mouvement sportif y est fortement représenté et aura à tenir toute sa place. Tenir toute sa place veut aussi dire peut-être parfois changer de logiciel et de ne pas revenir avec les rengaines du passé, mais de se projeter sur l'avenir pour que chacun s'y retrouve. C'est tout le mal que je vous souhaite, que je souhaite au mouvement sportif, que je souhaite aussi à la France pour que Paris 2024 soit une réussite. Je rappelle que Tokyo 2020 est déjà fortement impacté, puisque dans toutes les fédérations, les DTN ne sont pas encore en place, et que, sauf erreur de ma part, dans 2 ans, nous sommes aux Jeux olympiques, et que les autres pays ont commencé à se préparer 6 mois avant Rio.
Donc nous courons déjà, comme d'habitude, après le train qui est déjà passé. Espérons que cette fois-ci, nous arriverons à mettre en place le périmètre qui permettra d'être enfin performant et d'arriver à cet objectif de 80 médailles qui a été demandé et annoncé par le président de la République. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Bien sûr, parce que c'est la période, vous présenter les meilleurs vœux de la région pour vous, pour ceux qui vous sont chers, bien sûr pour les disciplines qui vous sont chères et surtout pour le sport alsacien du Grand Est et de la France. Merci. Merci à Jean-Paul Omeyer et merci d'avance aussi pour le soutien qui est sans faille de la région à nos côtés, y compris dans la période un peu compliquée que nous traversons en ce moment. La conclusion vous revient, cher Philippe Fischer, avant que nous passions à la petite séance de remise des trophées et ensuite à la cafétéria. Alors, je vais essayer d'être court parce que la soirée est déjà bien avancée. Alors, je vais commencer par des excuses. Je vous prie d'excuser Madame Chabot, qui est la nouvelle directrice régionale jeunesse et sport et cohésion sociale, qui vient d'arriver il y a 2-3 semaines et qui n'a pas pu être là ce soir et qui m'a chargé de la représenter. Alors moi, ça me donne une bonne occasion, de vous rencontrer, parce que je suis moi-même très récent sur le poste. Ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai pris mes fonctions, et donc il y a beaucoup de têtes que je ne connais pas. Comme si j'ai pu repérer mon ancien professeur de sport au collège, Monsieur Blum. J'ai des souvenirs de judo avec lui. Voilà. Alors j'ai écouté avec attention le discours introductif de Monsieur Asbecker et je mesure à quel point j'ai pas le plus beau rôle ce soir de représenter le ministère dont le budget est en baisse de 7%. Alors pour autant je me sens pas en terrain hostile parce que tout simplement mes collègues, en premier lieu premier chef Damien Kahneman m'ont dit tout le bien des relations que nous entretenons avec le cross et le mouvement sportif. Aussi parce que l'État, même s'il y a moins de financement, met toujours à disposition des fédérations un certain nombre de CTS sur lesquels les fédérations peuvent compter. Monsieur Asbecker a aussi souligné le rôle important joué par les services dans le cadre de la formation des dirigeants. Donc voilà. Alors voilà, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas, je ne sais pas si on assiste à un enterrement. J'ai pas le recul pour ça. En tout cas, une page se tourne. Mais il me semble sans trop de rupture, puisque ça fait depuis 2017 que sur un certain nombre de sujets, nous travaillons en mode Grand Est. Alors, Monsieur Asbecker a cité les sports de nature. Je citerai également le schéma régional du développement du sport. Et la commission territoriale du CNDS qui fonctionne déjà en mode Grand Est depuis près d'1 an. En tout cas, moi, je nous souhaite à tous que cette page qui se tourne soit le début d'une belle aventure et les perspectives sont plutôt réjouissantes avec les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Voilà, merci pour tous. Merci Monsieur Fischer.